Depuis le rapport Gay paru en 1984, aucune étude détaillée sur le ressenti des jeunes homosexuels n'avait été publiée en France. C'est maintenant chose faite avec ce livre, Être homo en France aujourd'hui, qui vient de sortir chez H&O Éditions. Michel Deray, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue de la sexualité, professeur à l'université de Laval à Québec, et vous êtes donc l'auteur de ce livre. 500 jeunes gays et lesbiennes ont répondu à une enquête sur le site internet de l'association Le Refuge, qui agit contre l'isolement des jeunes homosexuels. Alors, quels sont les principaux changements que vous avez pu noter par rapport à l'étude que je citais à l'instant, celle de 1984? Il y a des changements très étonnants. Il y en a moins étonnants. Le premier, c'est que les jeunes aujourd'hui se découvrent beaucoup plus tôt qu'auparavant. Entre 12 et 15 ans en général, les jeunes sont très au fait de leur attirance sexuelle envers des personnes de même sexe. Ce qui nous a beaucoup étonnés, en revanche, c'est que les jeunes se révèlent aux autres beaucoup plus tard. Ils attendent plus longtemps, entre le moment où ils sont... Tout à fait. Où ils ont pris conscience de leur sexualité oui. et le moment où ils vont l'affirmer. 2-3 ans plus tôt, et on l'affirme 2-3 ans plus tard. Et les jeunes nous parlent beaucoup de réticences liées beaucoup au milieu familial. Vous savez, avec la situation économique depuis quelques années, on reste chez soi beaucoup plus longtemps maintenant. Alors donc, si on anticipe des crises familiales, des rejets possibles, bien sûr, on va être plutôt rester timide sur ce plan-là. On attendra avant d'en parler, par exemple, au père, à la mère, aux frères, aux sœurs et tout ça. D'où cette différence entre le moment de la découverte de soi et le moment où on va commencer à en parler. Parce qu'encore là, on commence, c'est un processus, hein, ce qu'on appelle en bon américain le coming out. Ce n'est pas une action, une décision posée une fois pour toutes. C'est vraiment un processus, et ça, les jeunes nous le disent aussi. Je croyais que c'était une libération et que ça serait terminé après. Ben non, parce qu'une fois qu'ils l'ont affirmé à leur père, ben, il reste la mère, le frère, la sœur, les grands-parents, les tantes, les oncles, les amis, les collègues à l'école, au travail. Alors on voit que c'est un processus... Ça peut prendre beaucoup de temps, en fait. Oui, qui prend beaucoup de temps et qui est réitératif, hein, qui est répété très très souvent. Alors on va voir que les années qui séparent entre la prise de conscience, la prise de conscience de la révélation du coming out, ces sources d'angoisse qui peut-être expliquer le nombre de suicides chez les homosexuels. Mais je vais revenir sur ce que vous disiez. Vous dites qu'aujourd'hui, c'est entre 12 et 14 ans qu'ils découvrent leur homosexualité, qu'ils en prennent conscience. Pour la majorité. Alors qu'en 84, la date du dernier rapport, c'était entre 15 et 17 ans. Qu'est-ce qui explique finalement qu'on a plus conscience aujourd'hui, plus tôt, de son homosexualité? Vous voyez ce qu'on fait aujourd'hui, on en parle. On le voit, c'est visible dans les médias, mais dans le cinéma, sur Internet, dans la littérature, à la télé. Presque toutes les émissions de télé, même les téléréalités en parlent maintenant. Alors c'est une réalité de plus en plus visible. Donc on sait que ça fait partie des possibles maintenant. Ce qui était moins le cas, assurément, il y a 30 ans. Et alors cette angoisse, cette période angoissante de quelques années qui vous sépare du coming out, c'est ce qui explique le mal-être qui peut pousser au suicide? Oui, parce que cette période d'incertitude est allongée en quelque sorte. Alors, vous voyez, alors il y aura toutes sortes d'anticipations, souvent négatives, parfois fondées, parfois pas. Alors, comment mon père va réagir? Comment ma mère va-t-elle réagir? Bon, les amis, est-ce que je vais perdre des amis? Est-ce que j'aurai de la difficulté à trouver de l'emploi, etc. Alors, toutes ces anticipations-là, en général, fort négatives, et souvent même plus négatives que ne sera la réalité plus tard. Alors, ça génère, oui, des périodes de dépression, d'angoisse, parfois, oui, de tentatives de suicide, et ça, c'est aussi une des découvertes les plus déprimantes, si je puis dire, de l'enquête. C'est encore 30 ans plus tard, 10 fois plus de tentatives de suicide chez les jeunes ados et jeunes adultes gays et lesbiennes. Le fait que ça devienne une discussion plus facilement publique, comme on le fait là aujourd'hui, n'empêche pas une vraie solitude. Tout à fait. Même si les jeunes habitent en plein cœur de Paris, dans certains cas, beaucoup de solitude, d'isolement, parce que quand les jeunes se découvrent très tôt comme ça, ils ne vont pas aller dans les bars, il n'y a pas d'association pour les très jeunes comme ça. Alors, à qui en parler, vers qui se tourner, surtout avec qui solidariser, avec qui socialiser. Alors, ils sont toujours absolument certaines qu'ils sont tout seuls dans leur quartier et dans leur ville, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais cette solitude-là les use moralement, si je sais. Alors, au Québec, où vous vivez, hein, les homosexuels là-bas ont le droit de se marier, ils ont le droit d'adopter, ce qui n'est pas le cas en France. Et surtout, il y a une véritable politique de lutte contre l'homophobie. En France, on
on a de temps en temps des discours pour lutter contre l'homophobie, mais enfin, c'est sûrement pas le même niveau qu'au Québec. Ça consiste en quoi là-bas? Ben, il y a une politique nationale de lutte contre l'homophobie depuis quelques temps maintenant, mais ça fait à peu près 20 ans qu'on forme. En fait, quand est arrivée l'épidémie du sida, on s'est rendu compte, en fait, que les intervenants, médecins, infirmières, psychologues, travailleurs sociaux, ne connaissaient pas non plus les réalités homosexuelles. On sait que ça a été une des premières populations touchées. Alors, on a été obligé, on a été content de le faire aussi, de développer des formations pour les universitaires, mais surtout pour les gens qui sortaient de l'université. Parce que l'université, vous le savez comme moi, on peut avoir un doctorat en n'importe quoi pour faire de la relation d'aide. Et parfois, on a entendu parler 1 heure ou 2, au meilleur des cas, de l'homosexualité ou du lesbianisme. Alors, il faut pallier ce manque-là. Et c'est la raison pour laquelle on a mis sur pied une formation continue qui s'appelle « Pour une nouvelle vision de l'homosexualité », où on a depuis 20 ans maintenant, plus ou moins, formé 20 000 intervenants dans le domaine de la santé et des services sociaux. Une formation que vous essayez d'importer en France. Ben, oui, c'est un projet du refuge. Alors nous, vous voyez, c'est une formation qui est très populaire au Québec parce que 20 000 personnes, forcément, c'est beaucoup, ça touche beaucoup de gens. Et il y a une demande, on voit qu'il y a une demande pour ça. Les gens veulent mieux comprendre ces réalités-là et lutter contre les préjugés, il faut être informé. Et comment être informé? Ben, ce sont ces formations-là qui, au Québec, peuvent durer entre une journée et 3 jours selon le degré de spécialité demandé. Il faut juste faire remarquer qu'on ne parle pas de sida dans ce livre, non, volontairement, parce que c'est le vécu que vous vouliez... Oui, et on voulait surtout que les jeunes nous parlent, écrivent. Il y avait des réponses oui et non, mais il y avait beaucoup de réponses où on demandait aux jeunes de se raconter. Et ça faisait vraiment 30 ans que ça n'avait pas été fait. On voulait comprendre le vécu des jeunes, parce que le refuge s'adresse aux jeunes les plus démunis, mais veut aussi mieux connaître les besoins de l'ensemble des jeunes LGBT. Alors justement, le refuge a un site internet pour tous ces jeunes victimes d'homophobie ou qui sont en rupture familiale. On vous donne cette adresse, c'est www.le-refuge.org. Vous pouvez aussi vous rendre sur france5.fr si vous n'avez pas eu le temps de noter. On rappelle le titre de votre ouvrage, Être homo aujourd'hui en France. C'est chez H&O Éditions. Michel Doré, merci beaucoup. Merci à vous. Un rappel. On fera le tour du net et on s'intéressera à la perte de fertilité masculine. Notre carnet de santé, le premier d'une série consacrée au fœtus in vivo, s'installe cette semaine dans une fonderie pour comprendre comment on peut améliorer les conditions de travail et le suivi des salariés. Et à 14h30, nos invités répondront à vos questions à propos du psoriasis. Nous rejoignons d'abord notre invité. Depuis le rapport Gay paru en 1984, aucune étude détaillée sur le ressenti des jeunes homosexuels n'avait été publiée en France. C'est maintenant chose faite avec ce livre, Être homo en France aujourd'hui, qui vient de sortir chez H&O Éditions. Michel Doré, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue de la sexualité, professeur à l'université de Laval à Québec, et vous êtes donc l'auteur de ce livre. 500 jeunes gays et lesbiennes ont répondu à une enquête sur le site internet de l'association Le Refuge, qui agit contre l'isolement des jeunes homosexuels. Alors, quels sont les principaux changements que vous avez pu noter par rapport à l'étude que je citais à l'instant, celle de 1984? Il y a des changements très étonnants. Il y en a moins étonnants. Le premier, c'est que les jeunes aujourd'hui se découvrent beaucoup plus tôt qu'auparavant. Entre 12 et 15 ans en général, les jeunes sont très au fait de leur attirance sexuelle envers des personnes de même sexe. Ce qui nous a beaucoup étonnés, en revanche, c'est que les jeunes se révèlent aux autres beaucoup plus tard. Ils attendent plus longtemps, entre le moment où ils sont... Tout à fait. Où ils ont pris conscience de leur sexualité oui. et le moment où ils vont l'affirmer. 2-3 ans plus tôt, et on l'affirme 2-3 ans plus tard. Et les jeunes nous parlent beaucoup de réticences liées beaucoup au milieu familial. Vous savez, avec la situation économique depuis quelques années, on reste chez soi beaucoup plus longtemps maintenant. Alors donc, si on anticipe des crises familiales, des rejets possibles, bien sûr, on va être plutôt rester timide sur ce plan-là. On attendra avant d'en parler, par exemple, au père, à la mère, aux frères, aux sœurs et tout ça. D'où cette différence entre le moment de la découverte de soi et le moment où on va commencer à en parler. Parce qu'encore là, on commence, c'est un processus, hein, ce qu'on appelle en bon américain le coming out. Ce n'est pas une action, une décision
posée une fois pour toutes. C'est vraiment un processus, et ça, les jeunes nous le disent aussi. Je croyais que c'était une libération et que ça serait terminé après. Ben non, parce qu'une fois qu'ils l'ont affirmé à leur père, ben, il reste la mère, le frère, la sœur, les grands-parents, les tantes, les oncles, les amis, les collègues à l'école, au travail. Alors on voit que c'est un processus... Ça peut prendre beaucoup de temps, en fait. Oui, qui prend beaucoup de temps et qui est réitératif, qui est répété très, très souvent. Alors on va voir que les années qui séparent entre la prise de conscience, la prise de conscience de la révélation du coming out, ces sources d'angoisse qui peut peut-être expliquer le nombre de suicides chez les homosexuels. Mais je vais revenir sur ce que vous disiez. Vous dites qu'aujourd'hui, c'est entre 12 et 14 ans qu'ils découvrent qu'ils en prennent conscience. Pour la majorité. Alors qu'en 84, la date du dernier rapport, c'était entre 15 et 17 ans. Qu'est-ce qui explique finalement qu'on a plus conscience aujourd'hui, plus tôt, de son homosexualité? Vous voyez ce qu'on fait aujourd'hui, on en parle. On le voit, c'est visible dans les médias, mais dans le cinéma, sur Internet, dans la littérature, à la télé. Presque toutes les émissions de télé, même les téléréalités en parlent maintenant. Alors, c'est une réalité de plus en plus visible. Donc, on sait que ça fait partie des possibles maintenant. Ce qui était moins le cas, assurément, il y a 30 ans. Et alors, cette angoisse, cette période angoissante de quelques années qui vous sépare du coming out, c'est ce qui explique le mal-être qui peut pousser au suicide? Oui, parce que cette période d'incertitude est allongée, en quelque sorte. Alors, vous voyez, alors, il y aura toutes sortes d'anticipations, souvent négatives, parfois fondées, parfois pas. Alors, comment mon père va réagir? Comment ma mère va-t-elle réagir? Bon, les amis, est-ce que je vais perdre des amis? Est-ce que j'aurai de la difficulté à trouver de l'emploi, etc.? Alors, toutes ces anticipations-là, en général, fort négatives, et souvent même plus négatives que ne sera la réalité plus tard. Alors, ça génère, oui, des périodes de dépression, d'angoisse, parfois, oui, de tentatives de suicide, et ça, c'est aussi une des découvertes les plus déprimantes, si je puis dire, de l'enquête. C'est encore 30 ans plus tard, 10 fois plus de tentatives de suicide chez les jeunes ados et jeunes adultes gays et lesbiennes. Le fait que ça devienne une discussion plus facilement publique, comme on le fait là aujourd'hui, n'empêche pas une vraie solitude. Tout à fait. Même si les jeunes habitent en plein cœur de Paris, dans certains cas, beaucoup de solitude, d'isolement, parce que quand les jeunes se découvrent très tôt comme ça, ils ne vont pas aller dans les bars, il n'y a pas d'association pour les très jeunes comme ça. Alors, à qui en parler, vers qui se tourner, surtout avec qui solidariser, avec qui socialiser. Alors, ils sont toujours absolument certaines qu'ils sont tout seuls dans leur quartier et dans leur ville, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais cette solitude-là les use moralement, si je sais. Alors, au Québec, où vous vivez, les homosexuels là-bas ont le droit de se marier, ils ont le droit d'adopter, ce qui n'est pas le cas en France. Et surtout, il y a une véritable politique de lutte contre l'homophobie. En France, on a de temps en temps des discours pour lutter contre l'homophobie, mais enfin, c'est sûrement pas le même niveau qu'au Québec. Ça consiste en quoi, là-bas? Il y a une politique nationale de lutte contre l'homophobie depuis quelques temps maintenant, mais ça fait à peu près 20 ans qu'on forme. En fait, quand est arrivée l'épidémie du sida, on s'est rendu compte, en fait, que les intervenants, médecins, infirmières, psychologues, travailleurs sociaux, ne connaissaient pas non plus les réalités homosexuelles. On sait que ça a été une des premières populations touchées. Alors, on a été obligés, on a été content de le faire aussi, de développer des formations pour les universitaires, mais surtout pour les gens qui sortaient de l'université. Parce que l'université, vous le savez comme moi, on peut avoir un doctorat en n'importe quoi pour faire de la relation d'aide. Et parfois, on a entendu parler 1 heure ou 2, au meilleur des cas, de l'homosexualité ou du lesbianisme. Alors, il faut pallier ce manque-là. Et c'est la raison pour laquelle on a mis sur pied une formation continue qui s'appelle « Pour une nouvelle vision de l'homosexualité », où on a depuis 20 ans maintenant, plus ou moins, formé 20 000 intervenants dans le domaine de la santé et des services sociaux. Une formation que vous essayez d'importer en France. Oui, c'est un projet du refuge. Alors nous, vous voyez, c'est une formation qui est très populaire au Québec parce que 20 000 personnes, forcément, c'est beaucoup, ça touche beaucoup de gens. Et il y a une demande, on voit qu'il y a une demande pour ça. Les gens veulent mieux comprendre ces réalités-là et lutter contre les préjugés, il faut être informé. Et comment être informé? Ce sont ces formations-là qui au Québec, peuvent durer entre une journée et 3 jours selon le degré de spécialité demandé. Il faut juste faire remarquer qu'on ne parle pas de sida dans ce livre, volontairement, parce que c'est le vécu que vous vouliez... Oui, et on voulait surtout que les jeunes nous parlent, écrivent. Il y avait des réponses oui et non, mais il y avait beaucoup de réponses où on demandait aux jeunes de se raconter. Et ça faisait vraiment 30 ans que ça n'avait pas été fait. On voulait comprendre le vécu des jeunes, parce que le refuge s'adresse aux jeunes les plus démunis, mais veut aussi mieux connaître les besoins de l'ensemble des jeunes LGBT.
LGBT. Alors justement, le refuge a un site internet pour tous ces jeunes victimes d'homophobie ou qui sont en rupture familiale. On vous donne cette adresse, c'est www.le-refuge.org. Vous pouvez aussi vous rendre sur france5.fr si vous n'avez pas eu le temps de noter. On rappelle le titre de votre ouvrage, Être homo aujourd'hui en France. C'est chez H&O Éditions. Michel Doré, merci beaucoup. Merci à vous.